Alors, cette deuxième table ronde a pour objectif, pendant que les intervenants s'installent, de croiser un petit peu les problématiques qui ont été évoquées avec la table ronde opérateur tout à l'heure, en ayant cette fois l'angle éditeur pour faire court. Puisque en fait on a bien vu qu'au-delà des aspects technologiques, les questions d'usage étaient aussi des éléments importants, que ce soit en termes de communication qu'en termes de technologie. Et donc on va faire comme pour la table précédente. Je vais vous demander rapidement de vous présenter les uns derrière les autres, pardon. Là encore, sans ordre de préférence. Le micro marche pas ? Si, je crois qu'il marche. Si. Okay, François. Merci Didier. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis François Rachès, je suis directeur avant-vente d'Avaya France, donc en charge de tout ce qui est communication unifiée, relations clients sur le marché entreprise. Erwan. Oui, bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan Salmon, moi je suis le directeur général de Ring Central France et j'ai en charge aussi l'ensemble de notre business sur l'Europe de l'Ouest. Francine. Bonjour, donc moi je suis Francine Play. Alors moi, cross-selling manager, ça ne veut rien dire. Je porte en fait deux sujets majeurs au sein de Mytel France. Le Customer Lifecycle Management, c'est-à-dire la gestion du cycle de vie des clients. Et le deuxième volet, raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, en fait je suis en charge du consultant liaison programme au sein de Mytel France. Voilà. Jean-Marc. Bonjour, Jean-Marc Burgard. Je représente Alcatel, Alcatel Lucent Enterprise, donc qui commercialise des solutions de communication, des solutions cloud, ainsi que des solutions réseau partout dans le monde. En Europe, nous sommes leaders. En France, on a 40% de part de marché. Et à travers notre réseau de distribution, par exemple, 1700 revendeurs en France. Merci pour ces présentations. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On a un des sujets qui a été évoqué, j'allais dire en long en large, non, parce qu'on n'en parle jamais assez, mais les histoires de qualité de service, de maîtrise de cette qualité de service, c'est un des points d'attention de tous les éditeurs que vous représentez. On a vu que l'arrêt du cuivre et la bascule sur des réseaux alternatifs amène beaucoup à parler de complémentarité. Mais cette qualité de service, aujourd'hui, vous, en tant qu'éditeur, dans une logique d'adaptation à ces nouveaux réseaux sur lesquels vous êtes déjà de toute façon en partie, voire totalement connectés, comment vous l'approchez ? Alors, pardon, je vais commencer par Francine, puisque tu es la seule représentante féminine, et je sais qu'on a parlé pas mal de qualité de service ensemble quand on a préparé cet entretien. Et tu voulais faire passer quelques messages. Oui, rapidement, en fait, en quelques mots, ça a été dit et redit. Nous, éditeurs, les clients finaux, on est vraiment tributaires de la qualité du réseau. On ne peut pas nous garantir le débit. En revanche, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait, c'est qu'on optimise nos applications. Et donc, pour ce faire, notamment avec l'utilisation d'un codec Opus, par exemple, eh bien, effectivement, on va pouvoir adapter la qualité de la voix en fonction de la bande passante disponible. Et ça, effectivement, c'est un gage de qualité relative, toujours lié au réseau. Mais en fait, ça, c'est mis en application systématiquement et ça permet effectivement d'avoir une bonne qualité de service, aussi bonne que possible. Voilà. Et puis, on a effectivement aussi des solutions et des outils qui permettent de monitorer cette QoS qu'on met à disposition de nos clients. Je pense qu'on reviendra sur les outils de monitoring, effectivement, de contrôle, de maîtrise de ce qui se passe sur le réseau et dans les, j'allais dire les machines, mais dans les outils. Peut-être, François, côté Avaya, tu avais souligné le fait qu'aujourd'hui, quand on parle de qualité de service, on parle de la couche applicative, en fait, pour les périmètres qui sont les vôtres. C'est ça. Alors, on gère la voix, en fait. C'est notre métier historique, la voix, la vidéo aussi, en fait, qui sont des outils de communication. Sans forcément revenir sur la genèse de la voix, il ne faut pas oublier, c'est un outil qui permet de communiquer, qui permet d'échanger, de faire passer une idée, une pensée.
dans notre métier, notamment la relation client, qui a des gros sujets chez Avaya, quand on discute avec un client final, souvent il va poser des questions, des interrogations. On a besoin de comprendre l'essence de ce qu'il dit. Donc forcément, la voix est un média de communication. Le réseau de transport dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est un média vraiment au sens pur qui va transporter l'application. Mais dans notre métier, en fait, à la fin de la journée, nous, on va répondre à un service. Et c'est là où, en fait, le côté applicatif est important parce que quand on regarde l'ensemble de ces strates, c'était dit tout à l'heure sur la précédente table ronde, en fait, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on cherche à atteindre comme résultat. Et le résultat, c'est de faire communiquer les gens, où là, la qualité de la voix n'est pas quelque chose sur lequel c'est une option. Si je m'exprime, vous ne comprenez pas, si ce n'est que les mots qui sortent de ma bouche parce que ça n'arrive pas bien à votre oreille, comment est-ce que je vais être capable de traiter, ça a été évoqué également tout à l'heure, par exemple des signaux faibles dans une communication quand j'appelle mon service client pour dire je ne suis pas très content du devis de renouvellement que vous m'avez envoyé. Et donc la voix, forcément, la qualité induite par la voix est quelque chose de fondamental. Donc nous, on considère que c'est un acquis au travers effectivement des technologies avec des codecs adaptatifs parce que les réseaux qu'on utilise sont beaucoup plus, on va dire, volatiles parce qu'on vient d'un réseau où avant une paire cuivre était égale à une communication. Bon, aujourd'hui, on est un petit peu plus nombreux sur Terre et on est encore un peu plus nombreux à communiquer. En termes de démographie communicante, on a vu en fait une explosion des chemins de communication et des communications quelque part simultanées. Donc, outre tous ces multiplexages de transport, à la fin de la journée, il faut s'assurer que dans cette masse-là, on arrive en fait à prendre l'essence même de ce que veut dire la personne quand elle vous contacte. Alors, certains d'entre vous, quand on a discuté sur ces thématiques, disaient que finalement, aujourd'hui, le fait que la voix soit traitée au niveau applicatif, ça induit que cette gestion de la QoS, finalement, le réseau devient transparent. Alors, tout le monde n'était pas tout à fait d'accord là-dessus. Je crois que notamment Jean-Marc, sur ce sujet, me disait qu'il y a quand même cette histoire du maillon faible en qualité de service qu'on ne peut pas complètement évacuer. Oui, tout à fait. Alors, je rejoins les intervenants de la précédente table qui ont bien insisté sur la partie pas vraiment backup, mais plutôt route alternative. Depuis des décennies, sur nos systèmes de communication, nous avions ce qu'on appelait du routage automatique d'appels. Donc, ceci, je pourrais l'extrapoler maintenant vers ce qui était dit tout à l'heure avec du SD-WAN. Effectivement, l'apport de la fibre, bien sûr, on va d'abord vendre les usages, etc. Mais il faut aussi avoir des solutions de backup. Le SD-WAN avec du LTE à côté est une bonne solution. On voit ça essentiellement, nous, dans les hôpitaux, parce qu'on attaque chez Alcatel réellement des verticaux, donc en France principalement la santé, les services publics, la finance. Et dans les hôpitaux, effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a parfois encore une certaine réticence. Ils sont OK pour aller vers de la fibre quand on leur vend des nouveaux services, comme vous disiez, Amine, quand on leur vend des choses sur la télémédecine, des choses comme ça. Par contre, après, il y a encore certains anciens DSI, si je puis m'exprimer ainsi, qui nous disent oui, mais avant, si j'avais vraiment une interruption globale de service, avec mon PABX qui avait sa petite batterie à côté, et mes DECT qui étaient autonomes, j'avais une communication complètement dans l'hôpital pendant 8 heures. Comment vous me le faites maintenant? Donc ça, c'est un des challenges auxquels il faut qu'on réponde pour assurer cette continuité de service. La fibre peut y aider. Tout ce qui est backup, des locaux techniques, des choses comme ça, c'est un peu plus compliqué qu'avant, mais il faut qu'on y arrive. D'accord. Alors, sur cette complémentarité, cette interdépendance entre éditeurs, opérateurs, Erwan en a parlé, il y a une position un petit peu particulière pour RingCentral, notamment sur la partie opérateur. Comment RingCentral aborde cette histoire de maîtrise de la qualité? Alors déjà, nous, RingCentral, on a un pure player cloud, donc cloud public. Ce que disait François, c'est vrai, c'est que la téléphonie, il faut se comprendre, mais il faut aussi que ce soit disponible. C'est un média qui ne demande pas d'interruption de service. Donc nous, on a pris le parti d'avoir une qualité de service et de disponibilité qui est assez forte, puisque dans les contrats de RingCentral, on s'engage à une interruption de service maximum de 78 secondes par trimestre. On garantit les 5-9 et on prend des pénalités si on n'y arrive pas. Alors comment on fait pour y arriver? Déjà, on a des accords avec tous les opérateurs Tier 1 en Europe et au niveau mondial, ce qui nous permet de garantir cette qualité de service. Donc on a avec eux un débit minimum garanti et puis on a une QoS sur nos infrastructures. Donc ça, c'est important parce que c'est en fait ce qui va permettre aux applications en temps réel, que ce soit dans les communications unifiées ou que ce soit dans la relation client, d'apporter le service escompté par les clients et les utilisateurs finaux. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, on a aussi créé notre logiciel pour que dans le back-office de logiciel, il y a énormément d'outils de métrologie qui permettent de monitorer en fait, la qualité de service de chaque appel, de vérifier la qualité du MOS et de voir par où ça passe et où il peut y avoir potentiellement des congestions. Et ça, c'est hyper important, surtout quand on est dans le cloud public.
parce que cette migration massive aujourd'hui du on-premise, cloud privé, vers le cloud public, demande à nos clients de les rassurer sur notre disponibilité, sur la qualité de service. Donc c'est justement ces accords avec tous ces opérateurs Tier 1 data, dont Orange en France notamment, nous permettent d'assurer cette qualité de service. Et comme en plus on a tous ces opérateurs, s'il y a une route qui fait défaut, ça permet de rerouter en fait les communications vers le bon opérateur qui fonctionne à un instant T. Tout à fait. Alors, toujours dans cette logique de sécurisation en fait de l'accès au service et de sa qualité, on a bien compris, il y a quand même la grande tendance qui était évoquée sur la table ronde précédente de multiplier en fait, ou en tout cas au moins redonder les accès. D'un point de vue applicatif, est-ce que cette nécessité en fait de pouvoir basculer d'un réseau à l'autre, d'un réseau filaire à un réseau sans fil, ou comme on le voit aujourd'hui d'une ligne téléphonique sur son bureau à son mobile, est-ce que ça a généré au niveau applicatif des développements particuliers ou une attention particulière pour justement maîtriser cette bascule, j'imagine, la plus transparente possible pour les utilisateurs? On n'a pas forcément beaucoup parlé de ces sujets-là, mais à la limite, la question est ouverte. Moi, je vais attaquer en premier. Donc, effectivement, à l'instar aujourd'hui, la téléphonie, c'était quelque chose d'assez, on va dire, normé, PABX, des protocoles SIP, H323 pour ceux à qui ça parle. Bon, ça ne fait pas forcément super rêver. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est beaucoup plus applicatif et dans un monde, d'ailleurs, qui a tendance à beaucoup plus se webiser. Donc, la voix, comme beaucoup d'applications, les CRM, la bureautique qui a été évoquée tout à l'heure, devient à part entière des applications web. En fait, une des grandes réponses à ce sujet, quelque part, de mobilité, de convergence, en fait, ce sont les web applications. Ce sont ce qu'on appelle aussi les super apps. Donc, ce sont des applications qui englobent d'autres applications. Pour avoir, il y a quelque temps, on parlait en fait de digital workplace, comment évolue le poste de travail. Parce que, en fait, la voix, les communications font partie du poste de travail du quotidien. Et ce dont on parle aujourd'hui, c'est pas de se dire la voix, c'est un micro-élément de la Terre. C'est bien, ça, c'est notre métier autour de la table. Par contre, ça sert un usage dans l'entreprise. Et pour répondre à cette question en particulier, cette webisation des applications, notamment le WebRTC, font qu'aujourd'hui, la voix, on ne va pas résumer ça à ça, mais c'est notre objectif et la réalité du quotidien, c'est du WebRTC, c'est de la page web. Donc globalement, il y a une hyper-portabilité, pas simplement au niveau du device en tant que tel, mais au niveau des réseaux. C'est-à-dire que tout un chacun, aujourd'hui, quand il prend une connexion web, il ne se soucie pas trop, quand il regarde son Netflix, j'ai beaucoup adoré cet exemple tout à l'heure, il ne se soucie pas trop de savoir sur quel terminal, sur quel OS, quel type de bande passante, 4G, etc. J'ai beaucoup aimé cette notion de quels sont les réseaux, et notamment le côté très haut débit. En fait, quelque part, on parle de débit pour accéder aux services. La fibre, le cuivre, toujours encore, ce sont des moyens. Il y a des moyens alternatifs. Et pour répondre à ta question, effectivement, ça fait longtemps qu'on voit déjà ces convergences de je suis dans un bâtiment, je vous donne un cas très concret, je suis dans mon bâtiment à mon poste fixe, je vais aller me chercher un café, qu'est-ce que je fais ? Évidemment, je ne veux pas raccrocher. Une fois que j'ai mon café, je vais aller faire un petit tour dans ma voiture et puis arriver chez moi à la maison. Qu'est-ce que je fais ? Et derrière, cette continuité de ma communication, sans coupure, sans couture, pour pouvoir sauter d'un réseau d'un autre, d'une application sur une autre, d'un terminal sur un autre. Donc en fait, réellement, c'est ça la mobilité. Oui, c'était cette idée de bascule sans coupure, je crois que c'est un point commun à peu près à tous les éditeurs, peut-être avec des approches légèrement différentes. En fait, pour pouvoir le faire, il faut que l'application soit identique, quel que soit le terminal que tu utilises. Ouais. Donc ça, c'est aussi important d'avoir la même expérience utilisateur qu'on soit sur un PC, sur un Mac, sur une tablette, sur un device mobile. Donc ça, c'est important. Et un deuxième point qui a changé depuis 3-4 ans, plutôt 3 ans, c'est que le Covid a changé beaucoup de choses, parce que maintenant, il y a eu télétravail dans toutes les sociétés. Donc de toute façon, le monde devient mobile. Donc les applications qu'on donne et que les DSI donnent à leurs salariés, elles doivent forcément être mobiles. Et donc il doit y avoir cette continuité effectivement d'application d'un terminal à un autre terminal. Pas perdre la visio, pas perdre la communication en cours. Mais c'est surtout aussi dû au fait que les entreprises doivent s'adapter. Et tout à l'heure, on parlait le passage du RTC sur de l'IP. On est obligé de passer sur de l'IP pour avoir ce genre de choses. Et donc je pense que toutes les grandes entreprises, en tout cas nous on le voit en France et à l'international, c'est que toutes les entreprises et toutes les ETI, il n'y a pas trop de sujets. Je pense que les vrais sujets, ça va être sur les TPE, sur les sociétés entre 1 et 5 salariés, où ça va peut-être mettre des années pour pouvoir les faire migrer. Et il va y avoir cet effet de congestion. Sauf qu'à la fin, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Ils vont dire je prends mon mobile et puis c'est pas grave si j'ai pas de ligne fixe. En tout cas dans un temps assez court.
Mais en tout cas, cette mobilité, elle existe aujourd'hui et elle est principalement aujourd'hui générée par le télétravail dans les entreprises, parce qu'il n'y a plus une société en France qui ne met pas le télétravail encore en place au sein de son organisation. Alors, pour revenir, parce que Ring Central, vous avez cet avantage, entre guillemets, d'être IP native, donc quelque part, la partie cuivre, c'est une partie que vous, pas que vous évitez, mais qui est moins problématique, on va dire. Donc c'est pour ça que je vais m'adresser à Francine et Jean-Marc, là, en l'occurrence, sur cet historique du cuivre, avec ces raccordements cuivre sur les équipements, parce qu'on parle encore de sur-site, malgré tout, dans certaines situations. L'arrêt du cuivre, donc j'imagine beaucoup ont déjà basculé en mode IP. Qu'est-ce que vous pouvez dire des clients que vous avez aujourd'hui sur cet attachement ou pas à ce réseau cuivre vis-à-vis, ne serait-ce que des liens trunk SIC qui maintenant sont devenus une banalité, et puis des futurs backup 4G dont tu parlais tout à l'heure, Jean-Marc, par exemple. Je vous laisse choisir entre vous deux. Oui, merci. Tout à fait. Alors, le basculement vers l'IP, il s'est fait depuis déjà de nombreuses années. Après, ce qu'il faut voir, c'est effectivement, on parle de PBX, mais c'est un système de communication. Aujourd'hui, c'est un simple logiciel qui tourne sur un serveur, qui soit virtualisé, qui soit dans un cloud privé, etc., n'importe où. Donc, c'est vraiment la capacité de... ce qu'on tend à faire, c'est une évolutivité, c'est-à-dire la capacité d'amener des innovations comme la fibre, avec tous ces nouveaux usages. Bien sûr, on ne vend pas la fibre pour la fibre, mais les usages associés, tout en conservant des communications homogènes au sein de l'entreprise. C'est-à-dire, tout le monde, malheureusement, ne peut pas bénéficier d'une Power App qui ferait tout. Donc, il faut vraiment être inclusif, c'est-à-dire fournir, par exemple, on partait de la pandémie, aux gens qui étaient en première ligne, on a eu l'honneur de les aider en leur fournissant des decks qui étaient traités antibactériens. Mais pour autant, ils étaient connectés avec l'ensemble des usagers de l'hôpital. J'entends par là les gens qui étaient peut-être en back-office avec des PC, avec des téléphones, d'autres qui ont eu la chance de pouvoir faire du télétravail parce qu'ils étaient plus dans un rôle administratif. Mais c'est vraiment cette inclusivité, c'est-à-dire que l'idée de donner le bon device qui convient en fonction du métier, tout en restant entièrement partie de l'entreprise, c'est-à-dire tant au niveau de la présence que de tous les services téléphoniques qui peuvent bénéficier. Oui, donc moi je voulais revenir sur ce que disaient François et Erwan sur la mobilité, puisqu'en fait, on parle du passage à la fibre. Amine l'a souligné à plusieurs reprises et c'est important. C'est pas tant le sujet du passage à la fibre dans une entreprise, c'est vraiment les usages qui sont portés, c'est la valeur que l'on va apporter à l'entreprise qui va faire que effectivement cette transformation va se faire. Donc pour nous, faut pas se cacher, le passage à la fibre, c'est une formidable opportunité d'accompagner nos clients dans leur transformation digitale. Et quand on parle donc de disponibilité, évidemment, ça tombe sous le sens, mais les systèmes sont compatibles. On a du on-prem avec du cuivre encore, ou du on-prem avec de la fibre. C'est pas du tout un problème de compatibilité. Nos systèmes sont évidemment compatibles, quelle que soit la techno. Après, ce dont on s'aperçoit, c'est l'évolution des usages, puisque aujourd'hui, Erwan le disait, c'est vrai, c'est beaucoup de mobilité. Nous, au sein de Mytel, depuis plusieurs trimestres maintenant, on vend beaucoup plus de licences mobiles que de licences classiques. Alors, il y a toujours des postes téléphoniques. Il en restera quelques-uns, d'abord parce que ça coûte moins cher, aussi parce que c'est durable, mais la plupart du temps, on a des usages mobiles. Ces usages mobiles, effectivement, on en a parlé. La forte mobilité fait qu'on adresse principalement les directions générales et les commerciaux, bien sûr, mais pas seulement, puisque chez Mytel, on a une approche très verticalisée des métiers. On a d'ailleurs des succès retentissants avec les opérateurs ici, Orange, Bouygues, parce que, en fait, comment on justifie... Alors, on a le softphone, évidemment, le softphone sur PC, mais... Ce qu'on constate, c'est plutôt une utilisation du softphone sur le mobile, puisqu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Donc on l'a vu, la direction générale, les commerciaux, ça c'est OK. Et puis ensuite, on a les métiers. Et donc par exemple, dans la santé, là c'est un peu particulier. Dans la santé, on continue à vendre beaucoup de DECT, c'est important. Mais à quel moment on bascule
pour les utilisateurs lambda d'un DECT à un mobile, eh bien, on bascule lorsqu'on doit coexister sur une application métier et sur une application de softphonie. Et donc ça, effectivement, comme je le disais, nos outils permettent effectivement d'optimiser ces applications pour garantir la qualité de service autant que faire se peut. Mais voilà, aujourd'hui, on assiste à un basculement en fait des usages. Et encore une fois, c'est important de pouvoir accompagner les entreprises sur leurs enjeux. Et c'est ça qui les fait basculer. Et après, Erwan, tu disais que sur les 1 à 5 postes, on aurait peut-être plus de mal, mais effectivement, je te rejoins, ces clients ils basculeront directement sur des applications mobiles, en fait. Un point que j'avais oublié, effectivement, c'est, Didier, vous parliez de la question par rapport à notre expertise, par rapport à d'autres pays. Effectivement, la Suisse a basculé, a arrêté le RTC plus tôt que nous, c'était il y a 4-5 ans de mémoire. Et là, effectivement, on a vu une adoption massive de la softphonie. Donc, effectivement, la technologie peut aider. Maintenant, je voudrais quand même insister, parce que comme Erwan l'a dit, il y a 1 personne sur 4 actuellement en France qui fait au moins un jour de télétravail par semaine. Et là, il y a aussi un aspect sociétal. Donc, au-delà de la technologie, vraiment prendre en compte cet aspect sociétal. Il faut que la technologie soit là, mais que les mentalités soient prêtes. La pandémie, elle nous a touchés, mais elle a aussi aidé là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation des mid-management, des RH. Les gens, ils y ont été confrontés, ils l'ont utilisé activement, de voir que le travail en télétravail, par exemple, était aussi efficace que dans le bureau. Donc les outils aident, mais il faut aussi qu'il y ait cette acceptation sociétale. Tout doit être, on va dire, arriver en même temps pour que ça marche. Alors, sur ces aspects d'usage, il y a aussi les questions des terminaux. Alors, on va pas forcément, on va pas m'éloigner trop du sujet initial, mais on a vu encore récemment une annonce Giga7 qui annonce la conformité de ces terminaux pro mobile DECT avec Teams, je crois. Des annonces comme ça, il y en a, je ne veux pas dire tous les jours, mais il y en a quand même régulièrement. Est-ce que ces histoires de compatibilité des terminaux, puisque un même utilisateur peut être amené à utiliser son mobile, un poste de bureau, pourquoi pas un terminal en salle de visio, est-ce que ça c'est impacté par l'arrêt du cuivre, ou est-ce que c'est complètement transparent en fait, puisque en fait tous ces outils fonctionnent déjà sur le cuivre, sur la fibre et en IP en général. Il faut déjà que le terminal soit IP. Oui, Donc, non, nous chez Ring Central, on est agnostique, donc on ne fait pas de hardware. Ouais. Alors on a monté des partenariats avec les 3 acteurs qui sont ici, puisqu'ils vendent des solutions de Ring Central dans leur portefeuille produit sur la partie cloud public. Donc du coup, on a testé, on a validé l'ensemble les terminaux d'Avaya, de Mytel, d'Alcatel et puis d'Unify par exemple, qui sont compatibles avec nos infrastructures. Le seul avantage quand on fait nos constructeurs de cloud public, c'est que quand on a un terminal qui est certifié par Ring Central, c'est qu'en fait, il n'y a pas de provisioning sur le terminal. Donc, il auto-connecte directement. Et donc, on a juste à envoyer le terminal chez le client, il a juste à le brancher et ça se connecte sur notre infrastructure. Donc, il n'y a pas de manipulation supplémentaire. Okay. Mais je ne pense pas, en tout cas de notre côté, il y a zéro impact côté terminal. Si le terminal est référencé, on a une liste de terminaux qui est assez large côté Ring Central et tout le monde trouve normalement son besoin, sachant que globalement, sur les ventes qu'on fait aujourd'hui, si on met 5% de terminaux, c'est bien le bout du monde. Hein. Alors ça, c'est un sujet, effectivement... Pardon, Francine. Je voulais juste préciser quelque chose. Donc il y a les terminaux, effectivement, mais on a beaucoup parlé de mobilité, on a beaucoup parlé de softphonie sur les smartphones. Et là, je pense qu'il y a vraiment un enjeu d'accompagnement des clients. Et vous, en tant que bureau d'études et cabinet conseil, vous avez aussi un rôle à jouer parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui sont déployées sur des smartphones. Et vous le savez sans doute mieux que moi, il y a pléthore d'offres de smartphones sur le marché. C'est très compliqué de tout certifier. Et puis, de toute façon, ça ne sert à rien puisqu'en fait, on certifie un mobile qui est obsolète dès que la certif est finie. Donc, il y a vraiment un rôle important à jouer en accompagnement client pour garantir aussi ces qualités, cette qualité de voix, de bonne communication. Et ça n'a pas de rapport à proprement parler avec la fibre, mais dans la mesure où on engage la transformation digitale des clients et qu'on généralise vraiment l'utilisation
d'évangélisation des mobiles. Là, il y a un travail à faire important de la part des éditeurs, des bureaux d'études, de nos partenaires, bien sûr, d'évangélisation et surtout d'audit auprès des clients finaux. Parce que, évidemment, on bascule sur le réseau 5G sans aucun problème. Mais quand on utilise ces applications au sein de l'entreprise sur du Wi-Fi, effectivement, il arrive parfois qu'on puisse avoir des difficultés. Et ce n'est pas inhérent forcément ni à l'appli ni au smartphone. Enfin, ça peut dépendre du smartphone, ça peut dépendre aussi de l'infra Wi-Fi. Donc là, il y a vraiment un rôle important d'accompagnement. Et c'est là où vous, bureau d'études, vous effectivement, et vous nous aidez, parce que pour nous, c'est hyper important d'avoir un cadre pour nos clients et d'être accompagnés. Voilà. On reviendra sur les aspects formation, information, parce qu'effectivement, les cabinets ont un rôle à jouer, mais pas que. Je voudrais juste, avant cette partie-là, parler un peu d'hybridation, parce que tous, à peu près, vous avez évoqué le sujet. Peut-être François, côté Avaya, on parlait... alors, je ne me souviens plus l'expression, c'était l'innovation... Alors, notre tagline chez nous, c'est « Innovation without disruption ». C'est ça, sans disruption. Voilà, donc en fait, c'est... en gros, aujourd'hui, comment on choisit son système d'information ? C'est un peu la tarte à la crème. Hein. Il y a des réponses, tout cloud, effectivement, il y a des acteurs tout cloud public. On vient, nous, d'un historique qui est plutôt tout on-premise, hein, le PBX tel qu'on le fait depuis beaucoup de temps. Et en fait, il y a l'entre-deux. Parce que pour rebondir sur un petit peu tout ce qui a été dit, il y a les terminaux. Alors, il y a beaucoup de vérité dans les entreprises. Hein. Le marché de l'entreprise a cette particularité, c'est que c'est un ensemble de plein de petites choses complexes dans lesquelles on aimerait théoriquement, en termes d'accompagnement, se dire on veut mettre le même usage à tout le monde. Tout à l'heure, j'entendais parler d'un outil de bureautique très, très populaire. Ça, pour tout le monde, est-ce que ça marche pour toutes les sociétés ? Non. Parce qu'aujourd'hui, si on prend par exemple les terminaux, j'entendais une remarque tout à l'heure très intéressante sur les terminaux rouges. Chose que je n'ai pas entendue jusqu'à maintenant, c'est qu'en est-il de la cybersécurité ? Qu'en est-il en fait de la disponibilité ? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, dans un hôpital, on imaginerait un lit connecté branché sur du Wi-Fi ? Est-ce qu'on imaginerait les conséquences de ce qui se passe si jamais on a une problématique par rapport à ça ? Tous vos lecteurs de badge qu'on a pour aller au bureau, est-ce qu'aujourd'hui on imaginerait que ça se soit ouvert à des potentielles attaques en dehors d'un câblage cuivre ? Aujourd'hui, on a encore, si on prend ces quelques petits cas d'usage qui sont un petit peu loin de notre téléphonie, mais néanmoins je reprends mon lit connecté qui embarque de la téléphonie, aujourd'hui il y a quand même des cas de figure, et ces petits cas de figure, hein, le diable est dans le détail, font que les terminaux, c'est pas si blanc, c'est pas si noir que ça. Il y a effectivement le DECT. Alors une raison pour laquelle le DECT est encore beaucoup utilisé, notamment dans les hôpitaux et l'industrie, c'est que vous travaillez toute la journée et vous avez la qualité de la voix toute la journée. Là où, attention, un collaborateur, on pourrait très bien lui dire, bon, c'est pas grave, il recherche son smartphone, c'est pas très grave. Mais le problème, c'est que combien de temps il va mettre pour aller à son point de recharge, changer sa batterie, etc. En entreprise, la grosse différence par rapport à du grand public, c'est en grand public, on est sur de l'entertainment, on va dire de la commodité. En entreprise, on est sur de la productivité. Donc chaque KPI sur lequel on peut travailler, c'est quelque chose qui va forcément intéresser tout le monde, bureau d'études, IT, achat et les gens du métier. Alors, un peu dans la continuité, peut-être côté Alcatel-Lucent entreprise, on parle d'innovation douce, je crois. C'est qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce que vient de dire François ? Tout d'abord, juste une remarque sur le DECT. Effectivement, on n'est pas là pour faire l'apologie du DECT, hein, certes, mais c'est vrai que dans des entrepôts, des choses comme ça, c'est absolument nécessaire. Et ce qu'on voit, pour complémenter ce que disait François, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais un DECT, vous pouvez enlever la batterie, continuer à communiquer, prendre une autre batterie et la mettre dedans et continuer. C'est comme ça que ça se passe dans les industries. Donc c'est vraiment un niveau qui est très nécessaire, sans parler des protocoles anti-explosion, etc. Donc pour revenir à la question de François qui est sur l'innovation douce, effectivement, dans l'ADN d'Alcatel, hein, qui vient de fêter ses 100 ans l'année dernière, on a toujours amené de l'innovation, on a été acteur de l'innovation, mais on a toujours amené l'innovation de manière douce, c'est-à-dire non disruptive. L'exemple que je pouvais donner, c'était dans les années 2000, quand on est venu à l'IP, effectivement, l'ajout d'une simple carte sur un PBX a permis de connecter des employés en IP, tout en gardant d'autres personnes encore avec leur téléphone TDM, et tout le monde pouvait communiquer ensemble, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, voir leur présence, avoir les services téléphoniques. Dans le même ordre d'idée, nos PBX sont nativement connectés au cloud. Ça veut dire que l'innovation qui peut être amenée par certaines choses par le cloud, par exemple, on fait ça essentiellement avec du call center,
de l'UC également. On a du cloud public, privé, multi-tenant, etc. Toutes les déclinaisons que peut amener les Gartner et puis les autres analystes. Cette connectivité au cloud permet, par exemple, sur le call center, de garder sur vos téléphones, je parle des agents qui ont l'habitude d'avoir une qualité audio optimale. Vous savez, on a même des micros, 3 micros en surround 360 qui peuvent être vraiment utiles dans leur cas-là. La fiabilité de la voix et qui est complétée par des applications web, justement pour amener le multimédia, parce qu'ils ont peut-être de l'IM avec leur site web, de l'email, et agréger tous ces médias pour traiter un même flux vis-à-vis d'un client. Donc effectivement, ce sont ce qu'amène le haut débit notamment. L'IA, sans parler de l'IA comme un tagline, mais plutôt comme vraiment un terme d'usage, l'IA, on l'utilise également pour, par exemple, conseiller aux agents directement pendant qu'ils parlent. Ils ont des conseils de l'IA qui leur disent, voilà, l'argumentaire pourrait être comme ça, en temps réel. Une chose qui est toute neuve, là, qu'on essaye un petit peu, qui n'a pas été fait encore, parce que tout le monde a déjà beaucoup analysé la partie data écrite, mais pas tellement la partie voix. Et là, on commence à regarder un petit peu de l'analyse de sentiments pour, encore une fois, aider ce genre d'agents dans leur métier de tous les jours. Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup de services se développer accessibles en mode SaaS dans le cloud, qui sont plus ou moins gourmands, donc pour lesquels la fibre, le haut débit, en tout cas de manière générale, a son intérêt. Je crois que c'est aussi une approche qu'a Mitel dans le déploiement en fait, de ces solutions, entre ce qui est présent sur site et l'accès à des services ou microservices plus particuliers dans le cloud. Absolument, Didier. Donc effectivement, nous, de la même manière, comme disait François, comme le dit Jean-Marc, nous, on est issus d'une industrie où notre métier premier, c'est la voix, bien sûr. Effectivement, nous sommes des acteurs traditionnels. Pour autant, évidemment, nous avons nos solutions sur site, on-site, on-prem, comme vous voulez, on appelle ça comme vous voulez. Et ça va continuer encore pendant un certain nombre d'années, puisque si vous regardez notamment les chiffres MZDA, entre les solutions qui seront on-prem et les solutions qui seront en cloud privé, on pourra adresser 73% du marché français. Donc ça nous laisse quand même encore le temps de voir venir. Mais pour en revenir à ta question, Didier, effectivement, on a aussi les solutions cloud public, le partenariat avec RingCentral, comme l'évoquait Erwan. Pour en revenir aux applications, effectivement, nous, chez Mitel, pour permettre d'accéder à toutes les solutions, toutes les briques applicatives, que ce soit pour nos clients on-prem ou nos clients en cloud privé, eh bien, on a effectivement une solution, une plateforme chez Mitel qui s'appelle CloudLink. Et en fait, on a des apps qui sont sur cette plateforme, qui sont accessibles depuis cette plateforme pour l'ensemble de nos clients, quel que soit leur mode de déploiement. Et ce n'est pas seulement les apps Mitel, évidemment. On travaille avec des éditeurs tierces qui fournissent ces apps sur cette plateforme. Et l'intérêt, c'est quoi pour les clients finaux ? Eh bien, effectivement, c'est d'aller chercher des connecteurs et de pouvoir brancher leur système pour bénéficier, effectivement, de la richesse des solutions. Comme disait Jean-Marc, vous imaginez bien que chez nous, c'est pareil. On travaille sur l'analyse de sentiments, je ne vais pas vous faire l'article. En revanche, je vous invite à venir à Guyancourt, à notre showroom, où je me rends bien volontiers pour vous faire toutes ces démos. Donc, n'hésitez pas. Ce n'est pas l'objet, mais simplement, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ces apps, elles sont disponibles donc, on voit bien à travers cette une logique plateforme. Et donc, c'est ça l'innovation, en fait. Pardon, juste pour reboucler. L'innovation, elle est là, c'est-à-dire que on en reviendra peut-être tout à l'heure dans l'accompagnement, mais dans la transformation digitale des entreprises, dans l'innovation qu'on peut proposer, c'est ça en fait. La stratégie Mitel, c'est vraiment ça. C'est cette plateforme qui va permettre d'aller chercher les apps. Oui, on voit bien. Donc l'hybridation, c'est un point commun. Je crois que... Juste rajouter, en fait, sur l'hybridation, il y a aussi la partie réglementaire qui est assez compliquée en fonction des pays. Oui. Et donc il y a des pays où on n'a pas de choix. En Russie, vous n'avez pas le choix. Il faut mettre des équipements en premise. Il y a des pays d'Afrique du Nord où vous n'avez pas le choix. Donc, quand vous devez servir des entreprises qui ont des bureaux dans tous les pays du monde, il y a des fois, vous devez faire aussi un mix entre du on-premise et du cloud public ou du cloud privé. Parce que c'est simplement, d'un point de vue réglementaire, vous êtes obligé en fonction de certains pays. Donc, et la voie, c'est hyper compliqué d'un point de vue réglementaire. Et l'ARCEP nous a en plus rajouté quelques complexités depuis le 1er janvier en France.
Bon, en tout cas, on voit bien que le haut débit et la fibre, notamment, c'est un élément clé en fait d'enrichissement de l'ensemble de ces fonctionnalités. Je voudrais juste qu'on recolle un petit peu à la première table ronde sur les aspects formation, information, frein, identification des résistances. Vous, à votre niveau, en tant qu'éditeur, quels sont les freins que vous identifiez? Erwan, tu me disais, il y en a quand même encore beaucoup qui me disent pourquoi on changerait quelque chose qui marche, quoi. Alors, pourquoi on changerait quelque chose tant que ça marche, tant que ça tombe pas en panne, on va pas forcément changer. C'est ça. Bon, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a quand même la partie télétravail qui fait que les entreprises se posent beaucoup de questions. Après, il y a un acteur qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui est omniprésent, qui s'appelle Microsoft Teams, et qui fait que de toute façon, le marché bascule vers le cloud public. Donc nous, on s'intègre justement dans Teams pour aller apporter la voix et pouvoir gérer tout ce que c'est pas gérer Teams. Parce que dès qu'on a du DCT, dès qu'on a des lignes rouges, dès qu'on a pas mal de choses particulières, dès qu'on a besoin un peu de contact center, dès qu'on a besoin de SVI, c'est un peu light. Et puis dès qu'on considère aussi que sa téléphonie est obligatoire et qu'on ne veut pas avoir interruption de service, on n'a pas intérêt de choisir Microsoft Teams parce que ça tombe quand même régulièrement en panne. Donc ceci étant dit, non, ce qu'on fait aussi de notre côté, c'est qu'on a beaucoup d'éducation. On a une équipe aujourd'hui de plus de 100 personnes en France, on a beaucoup de services pour pouvoir déployer nos solutions. Donc on accompagne les clients en conseil, on accompagne les clients en déploiement, et puis comme toutes les sociétés commerciales, on fait de la prospection. Donc on a des équipes de BDR qui font du phoning et qui sont là pour expliquer aussi ce changement de technologie, pour expliquer aux clients qu'il va falloir que de toute façon, s'ils sont encore en ligne analogique, qu'ils changent vers des lignes IP, et on sera là pour les accompagner, pour essayer de démystifier en fait cette techno et leur apporter toute la valeur ajoutée qu'on peut avoir sur ces nouveaux usages qu'ils n'avaient pas en fait dans le passé. Mais donc le message qu'on fait passer, comme c'était évoqué sur la première table ronde, est-ce que c'est soit vous en êtes, soit vous êtes mort, ou est-ce que si vous en êtes, vous allez pouvoir faire plein de choses que vous ne faisiez pas jusqu'à présent? Ce que disait la table ronde d'avant, c'est que si on dit aux clients, vous avez exactement la même chose, mais par contre vous devez changer, ça n'incite pas forcément, il va attendre la dernière limite pour pouvoir le faire, parce que sinon il aura coupure de service. Donc il faut être en amont et lui dire, voilà, vous allez avoir beaucoup plus de services que vous avez dans le passé, grâce à ces nouvelles technologies. Et je pense que le driver principal aujourd'hui, en tout cas la discussion qu'on a, c'est ce télétravail qui fait de toute façon, il faut avoir cette mobilité et vous ne l'avez pas quand vous êtes dans l'analogique. Et en complément, je rejoins complètement ce que tu dis, Erwan. En fait, en complément, n'oubliez pas qu'en entreprise, c'est la productivité qui compte. Donc souvent, dans le mindset de l'entreprise, alors j'entendais quelque part avant, côté entreprise, c'est le parent pauvre, effectivement, c'est vrai. Par contre, les exigences intra-entreprise sont quand même assez particulières. Aujourd'hui, une entreprise qui a décidé de se tourner vers l'avenir se pose ces questions. Souvent, c'est des très bonnes questions. Les chemins pour y arriver sont multiples. L'hybridation, effectivement, répond à ces chemins multiples pour atteindre un même résultat. Par contre, l'objectif de productivité reste quand même l'enjeu majeur. Et donc, dans certains cas, ça va beaucoup plus vite avec un résultat qui est assez surprenant, qui est assez efficace en termes de gain de productivité. Typiquement, le télétravail, chacun d'entre nous ici, on est tous équipés, on est tous en capacité de faire une journée de travail extrêmement productive, là dans le bateau. Parce qu'on est très bien équipé de moyens notamment hybrides en termes de connectivité, en termes de terminaux, et surtout pour atteindre notre propre KPI de productivité. On est tous là. On parle là, on a parlé de la formation du client final, sa sensibilisation, on va dire, aux nouveaux usages aussi. Il y a la question des partenaires, donc des consultants qui sont des partenaires indépendants, on va dire, mais il y a les partenaires officiels des différents éditeurs. Comment ça se passe au niveau formation pour ces gens-là ? Alors, je crois qu'à la table ronde, c'est Cédric tout à l'heure qui parlait de masterclass, de vidéos qui étaient mis à disposition des clients finaux pour faire cette évangélisation. Quand je me suis présentée tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais deux grands pôles à mon actif. La partie Customer Lifecycle Management, donc où la gestion, c'est pas un buzzword, c'est la gestion du cycle de vie client, parce que effectivement, il faut pouvoir accompagner nos partenaires dans le discours qui va être porté aux clients finaux. Encore une fois, Amine parlait des usages. Si un partenaire va voir un client en lui disant, vous savez, le RTC va s'arrêter, il faut changer votre système, au mieux, on va lui dire, ouais, vous en profitez, c'est encore le coup du bug de l'an 2000. Au pire, il lui répondra, ouais, ok, on verra quand on y sera. Donc, il faut vraiment remettre les besoins au centre de cette discussion. Et c'est ça c'est vraiment
en parlant usage et pas en parlant technique, en récitant le guide produit avec toutes les fonctionnalités, parce que bon, même si j'ai envie de vous dire que Mytel est le meilleur, bon, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. Ça se mais, dit pas, ça. Non, mais on a tous, il faut quand même se dire les choses, on fait tous à peu près la même chose. Bon, un peu mieux, nous. Je blague. Vous le savez, on se connaît. Et donc, non, ce que je veux dire, c'est qu'on fait ce travail dans le cadre du Customer Lifecycle Management. On a mis en place, Mytel a investi dans des outils pour identifier la base installée, pour former les partenaires, pour faire des journées technologiques, pour faire des journées usage aussi, pour pouvoir effectivement adresser le discours, c'est-à-dire qu'il faut parler usage au client, et c'est ça qui fera qu'on ira de plus en plus sur cette transformation. Et c'est vraiment les masterclass et parler usage qui permettront de faire cet accompagnement. Et ça, c'est notre travail à tous au quotidien. Merci Francine. Peut-être le mot de la fin, puisqu'on va arrêter cette table ronde à Jean-Marc. Pour finir, comme mes collègues, je dis bien, on accompagne nos clients. Alors nous, on est à travers un réseau de distributeurs, forcément, donc on les accompagne sur des cas clients qui expliquent vraiment comment s'est opérée la migration chez quelqu'un, pour leur montrer, toujours encore à travers l'usage plus que la technologie, parce que c'est ça qui leur parle. Et les verticaux, on essaie vraiment de s'adapter à chaque métier en leur disant, voilà, on connaît votre métier, c'est comme ça que ça peut vous aider, et on les écoute, et c'est comme ça que ça marche. Donc je pense, mais de la même manière, mes collègues font identique, j'ai pas de doute là-dessus. Merci à tous, merci Didier, bravo.